Je salue également le public présent. Il est 19h30, nous pouvons débuter nos travaux après avoir vérifié que le quorum est atteint, ce qui est visiblement le cas. Les téléphones sont éteints, par contre. Je vais passer donc le micro à notre directrice générale adjointe en vous remerciant d'excuser notre directrice générale qui était en réunion en visio cet après-midi avec nous et qui se trouve avoir quelques problèmes de ménisque qui est donc arrêtée physiquement mais présente intellectuellement et professionnellement autant qu'il lui est possible de l'être et c'est possible. Voilà. Monsieur Geoffroy présent, Madame Métral-Borné présente, Monsieur Delpuech présent, Madame Bredas présente, Monsieur Samingo va arriver avec retard, Madame Gottin présente, Monsieur Guilbault présent, Madame Molarcadis présente, Monsieur Vignol présent, Madame Lodédémas présente, Monsieur Bourdeau présent, Madame Georget présente, Madame Savy présente, Madame Laforgue présente, Madame Lafont présente, Monsieur Luttmann donne procuration à Monsieur Guilbault, Madame Cosac présente, Monsieur Zawi présent, Madame Bourdelot-Le-Roland présente, Monsieur Alamami présent, Monsieur Leray présent, Monsieur Yombi Ngamo arrive avec retard, Monsieur Rank donne procuration à Monsieur Delpuech, Madame Vivian donne procuration à Madame Cosac, Madame Kirkali donne procuration à Madame Gottin, Madame Hillman donne procuration à Monsieur Alamami, Monsieur O'Haraud présent, Madame Massé présente, Monsieur Roulier donne procuration à Madame Massé, Madame Adjeli donne procuration à Monsieur Vrignot, Monsieur Vrignot présent, Monsieur Rousseau présent, Madame Pelou, pouvoir pour Madame Pelou. D'accord. Madame et Monsieur Pelou en route. Monsieur Samingo présent. Bonsoir. Donc le quorum est bel et bien atteint. Nous pouvons valablement délibérer. Lors de notre précédente séance, la plume de nos travaux était tenue par notre collègue Jean-Michel Guilbault. Tout le monde a eu le compte-rendu. Pas de remarques en séance, il n'y en a pas eu avant la séance. Je vais donc le mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. L'ordre du tableau nous indique, si l'intéressé en est d'accord et si l'Assemblée y consent, que la plume passerait entre les mains de notre collègue Laure-Agnès Molarcadix, qui en est d'accord. Je ne vois pas de levée de bouclier, il en est donc ainsi décidé. Nous avons 14 points inscrits à notre ordre du jour, lesquels ont tous fait l'objet d'une présentation dans les commissions concernées. Le premier de ces points que nous présente notre collègue Éric Alamami, il s'agit de l'annulation de titres de recettes, admission en créances éteintes. Merci, Monsieur le maire. La commune de Comblaville a été destinataire d'une demande d'annulation de titres de recettes correspondant à l'application de décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne portant sur l'effacement de la dette de particuliers. Les titres concernés, pour un montant total de 1 200 € et 78 centimes, correspondent à des indemnités journalières versées à tort du 1er juin 2023 au 26 juillet 2023. Le motif de recouvrabilité de ces créances est classé dans la catégorie créances éteintes. C'est l'extinction de la créance qui a été prononcée dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou dans le cadre de la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. La créance éteinte s'impose alors à la commune et au comptable public. Plus aucune action de recouvrement n'est possible. Par conséquent, ces titres deviennent des dépenses de fonctionnement pour la commune, les crédits nécessaires ayant été prévus
prévues dans le cadre du budget primitif 2025 au chapitre 65. Il convient de donner suite aux décisions de la commission relayées par notre comptable public. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'annuler les titres de recettes correspondant aux dettes de particuliers, sachant que la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Merci. Pas de remarques, pas de questions. Je vais mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est donc adopté. Le deuxième point que nous présente également Éric Alamemi, c'est des admissions en non-valeur pour l'année 2025. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des comptes, le suivi régulier des créances irrecouvrables garantit le respect de l'article 47.2 de la Constitution qui stipule que les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Outre la nécessité de constituer des provisions pour toute créance douteuse, les admissions en non-valeur et créances éteintes restent un gage de bonne gestion dans la mesure où elles amènent à l'apurement des sommes irrecouvrables et la sincérité des comptes publics. Il est rappelé qu'en matière de provision, l'instruction M57 ne modifie pas les règles comptables budgétaires. L'obligation de provisionner découle de la liste des dépenses obligatoires et l'existence du niveau de risque ou de la dépréciation. L'article R2321-2 du CGCT précise des cas où nous devons provisionner, à savoir dans le premier cas, dès l'ouverture d'un contentieux en première instance, deuxième cas, dès l'ouverture d'une procédure collective, et troisième cas, lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis. En dehors de ces cas, le maire peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré. Il est également rappelé que le recouvrement des créances relève de la compétence du comptable public. À cette fin, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences utiles et de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisées par la loi. Elles se fondent sur la relance, les mises en demeure, la saisine d'un huissier et passant par les saisies administratives à tiers détenteurs. La définition de l'irrecouvrabilité d'une créance publique qui mène à l'admission en non-valeur, apportée par l'article R276-2 du livre des procédures fiscales, est résumée dans les deux cas suivants. Lorsque les diligences visant le recouvrement s'avèrent impossibles et vaines, lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas destinées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences. C'est dans ces circonstances que la comptable publique, responsable du service gestion comptable de Melun, présente cette année une liste de créances plus importante à admettre en non-valeur, dont le recouvrement n'a pu être effectué. Cette année, elle propose d'admettre en non-valeur un montant total de 588 264,88 €. Cette somme détaillée en annexe correspond à une liste de 358 titres qui nous a été adressée en date du 18 novembre de cette année. Ces titres deviennent de ce fait des dépenses de fonctionnement pour la commune. Les crédits étant inscrits au chapitre 65, nature 6541, il vous est proposé d'admettre en non-valeur la somme de 588 264,88 €. Il convient d'informer le conseil municipal que la liste proposée en non-valeur intègre l'affaire découlant de l'ordonnance rendue le 8 mars 2016 et que cet impurement comptable conduira à la reprise de la provision constituée en 2016, inscrite à l'annexe budgétaire État des provisions constituées B3.1 du budget primitif 2025. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'admettre les titres indiqués en non-valeur 2025, démarche qui s'inscrit dans le pilotage conjoint de la qualité des comptes avec le service gestion comptable de Melun, sachant que la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité, je crois. Merci. Merci. Pas de remarques ni de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. C'est donc adopté. Je vous remercie. Le micro passe entre les mains pour les 7 délibérations suivantes de notre première adjointe qui a pris son élan et son souffle pour nous présenter tout d'abord la décision modificative numéro 2 à notre budget primitif 2025. Merci, Monsieur le maire. Excusez-moi. Lors du conseil municipal du 17 novembre dernier, il a été adopté la première décision modificative de l'année
sans préjudice à la dernière décision modificative soumise au vote de l'Assemblée délibérante courant décembre. Il est ainsi proposé aujourd'hui la dite décision modificative de fin d'exercice budgétaire afin d'apporter les dernières corrections de l'exercice comptable. Le périmètre de la présente décision modificative budgétaire ne changera pas la trajectoire des politiques publiques menées pour ce budget et se limite à ajuster les crédits induits des nouveaux besoins recensés, financés par les recettes nouvelles constatées ou arbitrages nécessaires. Elle aura pour principal objet l'inscription de la dépense relative à l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables, dont la délibération afférente est présentée lors de cette même séance, et la reprise des provisions constituées en prévision de la constatation de la charge. Cette décision budgétaire comptera également l'inscription de crédits budgétaires nécessaires au remboursement d'une taxe d'aménagement relative à l'autorisation d'urbanisme retracée sur le titre de perception qui fait l'objet d'un titre d'annulation. Les crédits de la masse salariale seront par cette occasion ajustés au regard de la gestion rigoureuse et d'optimisation des ressources réalisée pour répondre aux enjeux de maîtrise des dépenses, et ce dans un contexte où l'État impose chaque année aux collectivités des charges nouvelles. Ce poste budgétaire reste dans l'enveloppe de la prévision du budget primitif. Après ces rappels des faits ci-avant, la présente décision modificative propose les ouvertures de crédits suivantes. En section de fonctionnement, en ce qui concerne les recettes, il est nécessaire d'ajuster les nouvelles recettes connues, c'est-à-dire le versement à la commune d'une somme notifiée de 4 538,89 € d'attribution du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et la reprise pour 570 545,60 € de la provision constituée au regard du volume de non-valeur admis. En dépenses de fonctionnement, il est nécessaire d'ajuster les nouvelles dépenses connues, c'est-à-dire la suppression des crédits de 100 000 € ajoutés au budget supplémentaire, consolidant la bonne gestion de la masse salariale, poste budgétaire qui reste dans l'enveloppe de la prévision du budget primitif. L'inscription de crédits pour admission en non-valeur 2025 pour 588 264,88 €, l'ajustement pour équilibre du virement à la section d'investissement pour le montant de 86 819,72 € supplémentaires. En ce qui concerne la section d'investissement en recettes, il est nécessaire d'ajuster des recettes ou épargnes qui ne seront pas réalisées cette année. Il s'agit de l'ajustement pour l'équilibre du virement de la section de fonctionnement pour le montant de 86 819,72 € supplémentaires. En dépenses d'investissement, il est nécessaire d'intégrer les ajustements suivants. Le remboursement de taxes d'aménagement pour 59 127,98 €. La prévision est arrondie à 60 000 €. Les écritures d'ordre en lien avec l'écriture inscrite en recettes de fonctionnement de reprise de la provision constituée pour 570 545,60 €. La modification ajustement du fonds de roulement de moins de 543 725,88 €. C'est le fonds de roulement de près de 6,7 millions d'euros disponible au budget supplémentaire. L'équilibre de la décision modificative numéro 2 de 2025 s'établit ainsi en investissement, dépenses et recettes au montant de 86 819,72 € et pour le fonctionnement, en dépenses et en recettes, 575 084,60 €, ce qui fait un total de 661 904,32 €. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de procéder aux modifications du budget 2025. La commission a émis un avis favorable unanime. Très bien. Remarques, questions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est donc adopté. Le point numéro 4, toujours au rapport de Marie-Martine Métral-Bornet, c'est le vote des taux d'imposition pour notre fiscalité locale 2026. Merci. Depuis la réforme fiscale de 2021, qui a introduit la suppression de la taxe d'habitation, les communes n'ont désormais plus que la taxe foncière sur les propriétés bâties comme levier fiscal. Cette réforme a également eu pour conséquence la modification du taux communal et l'application d'un coefficient correcteur pour garantir la neutralité de la réforme.
Le taux communal intègre, comme toutes les villes de Seine-et-Marne, le taux départemental de 18%, faisant passer le taux communal de 24,63% à 42,63%. Les bases d'imposition servant au calcul de ces produits fiscaux continueront à faire l'objet d'une revalorisation forfaitaire fixée à partir de l'évolution de l'indice de l'inflation, constatée entre novembre N-2 et novembre N-1. Au regard des données provisoires de l'INSEE, une inflation proche de 1% serait appliquée sur les bases d'imposition. Dans la continuité de la politique publique menée par Monsieur le maire et toute l'équipe municipale, il est proposé une nouvelle fois de reconduire les taux de la fiscalité locale à leur niveau de 2001. Taux de la taxe d'habitation, 14,82%, le taux de la taxe sur le foncier bâti, 42,63%, et le taux de la taxe sur le foncier non bâti à 66,28%. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de voter les taux d'imposition 2026. La commission a émis un avis favorable. Merci. Une petite rectification et une remarque. La rectification concerne ce que nous disons dans le premier paragraphe donc, de ce projet de délibération. Quand nous disons les communes n'ont désormais plus que la taxe foncière sur les propriétés bâties comme levier fiscal, il faut y ajouter le foncier non bâti également. Donc il convient de le dire, même si ce n'est pas la ressource fiscale la plus importante de la commune. La remarque que je voudrais faire, avec cette décision, si nous la prenons pour 2026, notre commune sera, pour la 25e année consécutive, une commune qui aura maintenu ses taux d'imposition au niveau où il se trouvait en 2001. Si on y ajoute le fait qu'entre 1996 et 2001, les taux d'imposition ont chaque année baissé de 1% par rapport au montant qui était acté au budget voté sous la précédente mandature 1995, nos taux d'imposition de 2026 sont inférieurs aux taux d'imposition que la commune avait voté par son conseil municipal en 1989. Je le dis régulièrement, je tiens à le redire tout aussi fermement au moment où s'achève ce mandat, qui aura, dans toutes les limites de nos engagements, vérifié tout ce à quoi nous nous étions engagés. J'ai vérifié ce que je vais vous dire maintenant. Nous sommes la seule commune de France de plus de 20 000 habitants pouvant affirmer avoir des taux d'imposition inférieurs aujourd'hui à ce qu'ils étaient il y a 37 ans, alors même que ces taux d'imposition n'auront pas connu, ce qui a été le cas de certaines communes, des moments de hausse, puis des moments de baisse. Nous avons été en baisse, puis en totale stabilisation depuis 2002, puisque le dernier budget où nous avions baissé pour la dernière fois les taux de 1%, c'était le budget 2001. Je voulais rappeler ça, qui est un des fondamentaux de la politique menée par la commune, ceci à une période où on parle plus de budget au niveau de l'État, où il y aurait quelques nouvelles taxes et impôts. Ça n'est pas le cas sur Comble-la-Ville. Et je souhaite devant vous tous m'en féliciter et vous en remercier, puisque c'est une politique qui a été largement approuvée par tous les bancs de notre conseil municipal depuis les 25 ans dont je viens de vous parler. Je vais mettre aux voix qui est favorable. Avis contraire? Abstention? C'est donc un vote à l'unanimité, puisque les abstentions ne sont pas comptées comme des suffrages exprimés, mais on aura bien noté qu'il y avait des abstentions.
Le point numéro 5 que nous présente également Marie-Martine Métral-Bornès, c'est dans le respect et la mise en forme de nos orientations budgétaires votées le mois précédent, le vote du budget primitif 2026. Merci. Il est présenté en ce mois de décembre le dernier budget de ce mandat 2020-2026 qui ne marque aucunement la fin d'un cycle, mais au contraire la volonté immuable du conseil municipal d'apporter un service public de qualité au Combles-la-Villette. Nous le rappelions lors du débat d'orientation budgétaire, ce budget 2026 des collectivités territoriales a été préparé dans un contexte national toujours en proie à l'instabilité politique, dont les rejets successifs des composants du projet de loi de finances pour 2026 nous laissent entrevoir la seule issue d'une loi spéciale. En effet, l'an dernier, sans avoir pu trouver un compromis qui dépasse les prises de position de chaque parti au Parlement, c'est bien la dite loi spéciale, adoptée fin décembre, qui a pu permettre au pays de fonctionner sans budget, en autorisant durant quelques semaines l'État à percevoir les impôts existants et à verser la dotation globale de fonctionnement aux collectivités. Malgré ce contexte, le budget communal étant fondé sur des bases solides et sincères, son vote est maintenu sur le mois de décembre afin de le rendre exécutoire dès le début de l'année 2026. Ainsi, Combles-la-Ville parvient une nouvelle fois à voter son budget 2026 au mois de décembre, lorsque beaucoup de communes sont contraintes de reporter ce vote au mois d'avril en raison des mesures gouvernementales qui mettent à mal les finances locales. Nous rappelions également, lors du débat d'orientation budgétaire, que les budgets locaux sont régis par une double règle d'or. La section de fonctionnement ne peut, contrairement à la section investissement, être équilibrée par l'emprunt. Les collectivités ne peuvent donc pas emprunter pour financer leurs dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1612-4 du Code général des collectivités territoriales, le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice doit être exclusivement couvert par des ressources propres, à l'exclusion du produit des nouveaux emprunts. Le budget primitif 2026 présenté s'inscrit dans les mêmes objectifs de rigueur, de sincérité et d'équilibre budgétaire, à savoir pas d'augmentation des taux d'imposition sur ce mandat, maintien des crédits de fonctionnement à hauteur des dépenses prévues au budget primitif 2024-2025 et impact des mesures gouvernementales, maîtrise de la masse salariale à hauteur des crédits consommés en 2025, hors mesure de hausse de la CNRACL, c'est la caisse de retraite, sauvegarde de notre autofinancement structurel afin de limiter la dégradation attendue de l'épargne nette, hors excédent reporté, mesure gouvernementale, poursuite de la trajectoire de la dette communale, pas de flux d'emprunt au-delà du remboursement en capital sur l'année, et la réalisation d'un volume de dépenses d'équipement prévu sur le mandat 2020-2026, financé par des subventions et notre fonds de roulement constitué. Voici un résumé du rapport concernant le vote du budget primitif 2026 de la commune de Combles-la-Ville. Alors, en section de fonctionnement, le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 30 324 751 euros. Ce n'est pas tout à fait pareil. Les recettes réelles de fonctionnement, au total 29 896 861 euros, soit plus 2% pour le BS, voire le BS 2025. Alors, en ce qui concerne les contributions directes, impôts et taxes, le produit fiscal attendu est de 16 990 000 euros, sans augmentation des taux d'imposition. Le concours financier de l'État, les prévisions reposent sur le maintien de la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire la DSU, la dotation de solidarité urbaine, pour 832 336 euros, la dotation nationale de péréquation, la DNP, 82 788 euros, la dotation forfaitaire DGF, 3 millions, le FPIC, le Fonds national de péréquation, 180 000 euros, c'est stable, et la perte anticipée
En effet, le fonds de compensation de TVA de fonctionnement ne sera pas inscrit suite à la fin potentielle de cette aide, induisant une perte chiffrée de 50 000 euros. En ce qui concerne les autres recettes, c'est le DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. Ils sont prévus à hauteur de 600 000 euros en raison de la baisse des transactions immobilières. Le fonds de concours de fonctionnement de Grand Paris Sud, le dernier montant prévu est de 172 419 euros. Le FSRIF, Fonds de solidarité des communes d'Île-de-France, 853 424 euros. Et les subventions, la CAF, le département, 2 millions prévus, dont 1,8 million de la CAF pour la petite enfance et les accueils de loisirs. Les recettes des services aux usagers, une augmentation moyenne de 1% des tarifs à partir du 1er janvier 2026 en raison du contexte inflationniste. En ce qui concerne les produits financiers, les intérêts, 114 000 euros générés par le placement d'un emprunt sur compte à terme au taux de 2,08 net. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, au total, 28 680 981 euros et 70 centimes, soit plus 0,04%. Charges de personnel estimées à 18,9 millions d'euros, plus 200 000 euros. Charges à caractère général, c'est la baisse de 244 878 euros et 30 centimes, principalement liée à la réduction de la facture énergétique d'électricité, moins 95 000 euros, à la réduction du coût des frais d'assurance, moins 64 241 euros, et à l'optimisation des frais de téléphonie, moins 76 840 euros. Les autres charges de gestion courante, c'est les subventions aux associations, 424 489 euros. L'enveloppe est maintenue pour notre tissu associatif. La subvention d'équilibre du CCAS, c'est 694 000 euros, ça reste inchangé. Et la contribution au SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, pour 360 000 euros. Les charges financières prévues à 250 000 euros grâce aux produits financiers des excédents de trésorerie, 114 000 euros. La charge nette financière est réduite à 121 000 euros, abaissant le taux moyen de la dette à 0,75%. Donc on passe maintenant à l'investissement. Le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 8 204 000 euros et 8 204 169 euros. Les recettes d'investissement comprennent les ressources internes, l'amortissement pour 1 215 879 euros, les cessions, c'est la cession d'une partie de la parcelle AB 355, le terrain Galilée, pour 4 162 000 euros. C'est les subventions d'investissement, subventions d'État de la DESIL pour la réhabilitation de bâtiments publics pour 139 918 euros. Et les emprunts, un emprunt de 1 million est prévu à hauteur du remboursement en capital, n'engendrant pas de nouvelles dettes nettes. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, elles comptent des dépenses d'équipement qui s'élèveront à environ 6,3 millions contre 5 millions au budget primitif 2025. Elles comprennent notamment la construction d'une nouvelle MJC pour la première partie, 2 176 192 euros. Les travaux, aménagement, rénovation des voiries et parkings pour 1 272 000 euros. Le remboursement de la dette en capital pour 957 100 euros. La rénovation des bâtiments communaux, 484 459 euros. Et les travaux dans les écoles pour 493 758 euros. Voilà, vous avez ici le tableau qui récapitule. Alors, en conclusion, les ratios de la ville sont corrects. Vous pouvez aussi voir sur le tableau que le budget 2026 est présenté en équilibre réel et parvient à dégager un autofinancement net de 1 215 879 euros et 30 centimes. Le remboursement du capital de la dette est assuré sans avoir recours aux cessions.
Voilà, vous avez dans ce slide les grands équilibres du budget. Donc, je vous remercie de votre attention et de mes quelques petites erreurs au niveau des millions et des milliers. Mais bien sûr, je tiens à remercier, mais vraiment très sincèrement, comme lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire, tous les services pour leur expertise, leur disponibilité et ce travail infini et de fourmi au service de notre collectivité dans ces moments où garder le cap relève parfois du challenge et en tout cas de la grande compétence de chacun. Merci à tous. Merci. Alors, avant bien sûr d'ouvrir l'échange et le débat, quelques points sur lesquels je me permets d'insister. Le premier point, c'est cette question dont pas grand monde ne parle. On est préoccupé par des chiffres à l'échelle nationale. On ne parle pas de chiffres qui sont imposés par le national et qui nous impactent. Je veux parler de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la fameuse CNRACL. L'État a décidé, sur 4 années, 2024, 2025, 2026, 2027, une augmentation chaque année qui, pour notre commune, constitue chaque année une dépense nouvelle de 300 000 €, ce qui, au terme des 4 ans, va représenter, au titre uniquement de la cotisation employeur des collectivités locales, pour notre commune, une dépense nouvelle de 1 200 000 €. À confronter, bien sûr, avec la somme inscrite au budget cette année d'un tout petit peu moins de 17 millions d'euros. Il faut donc bien mesurer que nous aurons à payer sans avoir de capacité à faire évoluer le nombre de nos agents et leur rémunération telle qu'elle est à notre portée, c'est-à-dire notre stratégie de régime indemnitaire. Nous aurons, toutes choses égales par ailleurs, à l'arrivée et de manière définitive, plus 1,2 million. Quand on constate le réalisé 2025, tel qu'on peut l'approcher de très près, ce qui a d'ailleurs permis que lors de la décision modificative, nous ajustions à la baisse des 100 000 € qu'on avait rajoutés et dont on n'aura pas besoin la dépense de personnel, nous aurons, si nous n'avions pas cette nouvelle dépense décidée par l'État de 300 000 €, nous aurions diminué d'à peu près 100 000 € nos dépenses de personnel de 2025 sur 2024. Ceci, compte tenu de l'évolution à laquelle, bien évidemment, nous sommes obligés et qui est heureuse pour nos agents, qui est celle du fameux glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire les évolutions de carrière, changement d'échelon, changement de grade, et qui se traduisent bien sûr par des gains en rémunération de la part de nos agents. Donc je veux vraiment ici, comme le font les associations d'élus et en particulier l'Association des maires de France, dénoncer ce mauvais coup fait aux collectivités locales et qui se traduit par une purge de plus dans nos budgets, à confronter bien sûr avec notre politique qui est de ne pas faire peser sur le contribuable local des augmentations de dépenses qui nous sont imposées par l'État. Quand on ramène ça en parallèle à la question de la dotation globale de fonctionnement, laquelle, je vous le rappelle, est aujourd'hui globalement inférieure pour notre commune de 1 700 000 € par rapport à ce qu'elle était en 2014. Le cumulé de ce qui nous était dû et ne nous a pas été versé entre 2015 et 2025, se situant à 17 millions d'euros.
17 millions d'euros, qui est, le hasard fait souvent bien les choses, l'exact montant de notre endettement. Et on aura en 2026, une fois constaté le 1,7 million de différentiel en plus, non pas 17 millions de prélevés sur ce qui nous était dû, mais 18,7 millions. Quand on fait le total, moins 1,7 million de DGF et moins 1,2 million, puisque une dépense nouvelle, c'est 1,2 million qu'il faut bien trouver quelque part, ça fait des décisions de l'État dont personne ne parle et sur lesquelles aucun parlementaire n'intervient. Je dis bien aucun parlementaire. Et c'est un ancien parlementaire qui le dit. Ça fait pour une commune comme la nôtre, pour un budget d'en gros 29 millions d'euros en fonctionnement, ça fait la bagatelle de 2,9 millions. C'est-à-dire 10%. L'État purge depuis 10 ans les collectivités et notre commune parmi les collectivités de 10% de leurs ressources. Certains ont fait le choix de compenser ces 10% par des augmentations d'impôts locaux. Nous ne l'avons pas fait, mais la limite de l'exercice peut survenir plus tôt que prévu. C'est la raison pour laquelle je souligne une fois de plus, et avec nous la direction départementale des finances publiques le fait, l'extrême qualité de notre gestion budgétaire et comptable, qui fait que, malgré tout cela, nous avons un fonds de roulement qui nous permet de faire face, beaucoup mieux d'ailleurs que la moyenne des communes de la strate, puisque nous avons une capacité d'assurer de manière autonome, sans attendre le versement des 12e de fiscalité par l'État, d'assurer largement la rémunération non seulement de nos factures, mais également de nos personnels, ce qui est la moindre des choses. Il a été dit également quelque chose d'important sur les services aux usagers et l'évolution des tarifs d'en moyenne 1%. Je tiens à rappeler que compte tenu du fait que pour la plupart de nos services aux usagers est utilisé le dispositif du quotient familial, les usagers, pour l'ensemble des prestations dont ils bénéficient, ne payent que le tiers du coût de ces prestations. Les 2 autres tiers sont payés par le budget communal, c'est-à-dire par l'ensemble de nos concitoyens qui participent à l'effort communal au travers de l'impôt. Et à l'heure actuelle, et je crains fort que ça ne change pas, seuls les propriétaires d'un bien immobilier, qui ne sont pas tous des riches, s'acquittent de l'impôt local et donc contribuent à payer 2 tiers du service aux usagers. Et c'est une politique publique. Nous ne sommes pas les seuls à la mener, mais les résultats sur nos communes sont ceux-là. Le dernier point sur lequel je voulais me permettre d'insister, c'est sur le fait que malgré toutes les crises que nous connaissons depuis plusieurs années, la crise sanitaire, puis les crises liées à la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, etc., nous avons fait le choix et nous avons réussi à dégager les moyens de maintenir le volume global de subventions aux associations. Maintenir ce volume global est un exploit. Je pourrais fournir la liste, mais je ne veux dénoncer personne parce que je respecte toutes les communes voisines, de toutes les communes qui n'ont pas pu avoir d'autre choix que de devoir baisser le montant global des subventions accordées aux associations parce qu'elles n'avaient pas les moyens que nous avons réussi à dégager grâce à notre excellente gestion de maintenir donc ce concours au monde associatif. Je voulais ajouter ces informations qu'il faut avoir à l'esprit. C'est des grandes données, c'est les grandes valeurs qui font tout. Et quand la direction départementale des finances publiques, rendant compte de son analyse précise de nos exercices budgétaires et de l'état financier, budgétaire et comptable de la commune, nous dit que nous sommes un exemple que la DDFiP propose à bien d'autres communes de suivre,
hein, ça mérite d'être noté parce que c'est à l'honneur, bien sûr, de notre gestion et à l'honneur de l'ensemble des personnels, hein, qui, sous notre conduite, réussissent à assurer le service à nos concitoyens dans des conditions de plus en plus complexes, de plus en plus contraintes, hein, et de plus en plus délicates. Je vais bientôt, à l'échelle nationale, participer à des échanges avec les représentants du gouvernement sur la stratégie que compte mettre en place l'État pour abaisser le poids des normes dans notre pays. Vaste aventure pour laquelle je ne demande qu'à faire confiance à ceux qui nous gouvernent. Nous allons avoir au Conseil national d'évaluation des normes, dont je suis membre, au mois de janvier, un premier train de mesures visant à la révision drastique et à la diminution drastique d'un certain volume de normes. Ce premier train de diminution serait appelé à être poursuivi dans les mois qui suivent. Hein, je dis à l'État, chiche, allons-y, nous vérifierons si les normes qui seront ou allégées ou supprimées seront par leur suppression, leur allègement, de nature à diminuer les contraintes qui pèsent sur les collectivités. Les collectivités locales, les communes en particulier, leurs groupements, les intercommunalités donc, sont aujourd'hui les piliers d'une République en souffrance. Hein, il ne faut pas que ces piliers de la République en souffrance, hein, soient eux-mêmes en souffrance, parce que c'est la République elle-même qui pourrait être dangereusement en difficulté, et il faut que l'État comprenne que nous ne sommes pas la vache à lait de ces difficultés budgétaires, pour la simple et bonne raison, et c'était rappelé en préambule de sa présentation de notre budget par Marine Martine, nous sommes contraints à la règle d'or, hein, qui veut que nos dépenses de fonctionnement ne peuvent en aucun cas excéder, même pas d'1 centime d'euro, nos recettes de fonctionnement, ce qui n'est pas le cas de l'État. J'entendais tout à l'heure à la radio que le budget 2026, dans l'état où il se trouve aujourd'hui avant la réunion de la commission mixte paritaire, présente un déficit, c'est-à-dire un décalage entre les recettes et les dépenses de 5,3%, ce que le ministre du Budget et des Finances estime insupportable. Et comme on le fait remarquer, le risque que notre pays se retrouve comme l'an passé avec une loi spéciale pour passer le cap du 31 décembre et pouvoir débuter l'année 2026 sur les bases du budget 2025. Cette hypothèse n'est pas du tout une hypothèse fantaisiste, c'est malheureusement une hypothèse crédible dans l'attente d'un ressaisissement des pouvoirs publics de l'État sur des choses qui nous concernent au premier chef sur le terrain. Voilà ce que je voulais ajouter à la présentation et à mon tour, en votre nom à tous, de remercier et de féliciter nos services, tous nos services, qui, sous la conduite de la Direction générale, effectuent un travail tout à fait remarquable, comme sur un autre registre, moins périlleux, mais malgré tout à souligner, nos services ayant pu réussir un exploit de plus avec la formidable réussite de notre marché de Noël qui s'est déroulé, vous le savez, ce week-end. Voilà, ceci dit, bien évidemment, la parole est à celles et ceux qui le souhaitent. Oui, monsieur Alamami. Oui, voilà. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu en novembre dernier sur la base d'orientation budgétaire a permis d'exposer au conseil municipal le contexte financier dans lequel la commune évoluera en 2026. Au niveau national, nous sommes dans l'incertitude. Mais par contre, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que quel que soit le gouvernement, nous serons ponctionnés. Avec, vous l'avez rappelé, la hausse des cotisations patronales pour la caisse de retraite. Ça a commencé en 2025 avec plus 300 000 euros.
Ça sera la même chose en 2026, plus 300 000. 2027, même chose. 2028 aussi. Cela veut dire, vous l'avez rappelé, qu'il faut trouver 1,2 million en plus. À cela s'ajoutent des suppressions de fonds de compensation de la TVA, le fonds vert qui baisse. Mais loin de ces soubresauts et à notre humble échelle, le groupe majoritaire travaille et s'apprête à voter un budget sincère et équilibré pour 2026. Nous avons le même objectif de rigueur, de sincérité et d'équilibre budgétaire, à savoir pas d'augmentation des taux d'imposition sur ce mandat. Conscient des difficultés rencontrées par tous, nous renouvelons notre choix de ne pas alourdir la contribution des Comblavilaises et des Comblavilais aux finances de la commune en maintenant les taux des impôts locaux de 2001, lequel avait été baissé de 1% chaque année entre 1996 et 2001. À savoir aussi le maintien des crédits de fonctionnement, la maîtrise de la masse salariale, la sauvegarde de notre autofinancement, la poursuite de la trajectoire de la dette communale et enfin un volume de dépenses d'équipement en adéquation avec le plan pluriannuel d'investissement. Ce budget nous permettra également, tout en restant fidèle à nos engagements, de poursuivre la réalisation d'investissements sur la commune, comme la construction de la nouvelle MJC, les travaux dans les écoles, ainsi que du maintien de notre soutien au tissu associatif. Donc avec cette nouvelle feuille de route budgétaire pour l'année 2026, nous poursuivons notre effort de rationalisation des dépenses de fonctionnement tout en maîtrisant nos dépenses et en assurant une qualité de service optimale aux Comblavilaises et Comblavilais. Je souhaiterais d'ailleurs, au nom de la majorité municipale, saluer et remercier l'ensemble de nos agents qui, par leur engagement, contribuent au bon fonctionnement de notre collectivité, à faire en sorte que tous les Comblavilaises et Comblavilais puissent profiter des services de la commune dans les meilleures conditions. Idem, j'en profite pour les remercier pour le sérieux et la rigueur dont ils ont fait preuve dans le cadre de l'élaboration de ce budget à la fois sincère et équilibré. Aussi, dans la continuité de notre volonté de maintenir une gestion financière à la fois saine et équilibrée, ce budget primitif pour l'année 2026 nous permettra, malgré le contexte délicat dans lequel nous sommes contraints d'avancer, tous ensemble pour Comblaville, de répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens, en matière de services publics. C'est pourquoi, Monsieur le maire, la majorité municipale, l'équipe Tous Ensemble pour Comblaville, votera ce budget primitif 2026. Je vous remercie. Merci. Pas d'autres remarques ni interventions. Je mets aux voix qui est favorable. Avis contraire. Je n'en vois pas. Si, 2, 3, 4 même, puisqu'il y a 2 pouvoirs. Abstention. 3 abstentions. Il en est donc ainsi décidé. Je vous remercie. Le point suivant que nous présente également Marie-Martine Métral-Bornet, c'est la validation du document unique d'évaluation des risques professionnels, autrement appelé DUERP. Merci. Conformément aux dispositions réglementaires, le document unique d'évaluation des risques professionnels est obligatoire dans toutes les collectivités territoriales. Il constitue un outil essentiel de prévention en recensant l'ensemble des risques susceptibles d'affecter la santé et la sécurité des agents dans l'exercice de leur mission. Son objectif est triple: protéger les agents en identifiant les dangers et en mettant en place les mesures adaptées, améliorer les conditions de travail par une démarche proactive de prévention, respecter les obligations légales imposées par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. Le DUERP offre également une vision globale des priorités en matière de prévention, permettant de définir et de hiérarchiser les actions à mener pour réduire les risques professionnels. Afin de répondre à cette obligation, la collectivité a renforcé sa démarche de prévention en réécrivant totalement son document. C'est ainsi que l'ensemble des services et matériels a été étudié afin de répertorier tous les risques potentiels. Les agents ont également été consultés afin d'analyser leur poste de travail. Ce travail a permis d'identifier et de classer les risques rencontrés dans la collectivité afin de mettre en place des actions de prévention pertinentes. C'est un véritable état des lieux en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Cela permet ainsi de sensibiliser les agents et la hiérarchie à la prévention des risques professionnels, d'instaurer une communication sur ce sujet,
de planifier les actions de prévention en fonction de l'importance du risque, mais aussi des choix et des moyens, et d'aider à établir un programme annuel de prévention. Ce document doit être mis à jour chaque année, ainsi qu'en cas d'apparition de nouveaux risques ou de réorganisation modifiant les conditions de travail. En outre, il évolue également en fonction des situations rencontrées et des actions mises en œuvre pour réduire les risques et améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. La version complète du document unique sera rendue accessible à l'ensemble des agents de la collectivité. Alors, je remercie tout particulièrement le service RH et puis une personne en particulier qui s'est beaucoup investie et qui a pris ce sujet à bras-le-corps et qui a étudié absolument tous les risques et situations dans chaque service. Ce document est le résultat d'un énorme et d'un précieux travail. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels. La commission a émis un avis favorable unanime. Merci. Et c'est bien parce que c'est un formidable travail, pour reprendre cette expression, que notre comité social territorial a émis un avis favorable unanime sur ce travail. Il n'y a pas de remarques ni de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Le point suivant, toujours présenté par Marie-Martine Métral-Bornet, c'est la fixation des avantages en nature attribués aux agents de la commune pour l'année 2026. Merci. L'article 34 de la loi numéro 2013-2-907 du 11 octobre 2013 a modifié l'article L. 2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, cet article prévoit qu'une délibération définisse chaque année les avantages en nature pouvant être attribués aux agents. Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis à disposition du salarié par l'employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet à l'intéressé de faire l'économie de tout ou partie des frais qu'il aurait dû supporter à titre privé. Au terme de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, il constitue en tant que tel des éléments de rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, sont inclus dans l'assiette de cotisation à la charge de l'employeur et des salariés et doivent donner lieu à des cotisations. Ainsi, les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable. Leur valeur doit être réintroduite sur le bulletin de salaire. Les avantages en nature peuvent être évalués en fonction de leur valeur réelle ou forfaitairement, selon des valeurs révisées au 1er janvier de chaque année, valeurs actualisées par l'URSSAF. En conséquence, pour 2026, il est proposé d'actualiser les éléments à prendre en charge au titre des avantages en nature et à mettre à jour les 2 annexes relatives au logement. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de bien vouloir adopter les avantages en nature attribués aux agents pour l'année 2026. La commission a émis un avis favorable. Merci. Pas de remarques ni de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire ni d'abstention. Il en est ainsi décidé. Le point 8, même rapporteur, participation à la protection sociale complémentaire sur le volet santé dans le cadre d'une procédure de labellisation. Voilà, donc toujours dans le domaine des RH, l'article L827-9 du Code général de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. L'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021 introduit le caractère obligatoire de cette participation à la garantie santé à compter du 1er janvier 2026. Conformément à ces dispositions, la collectivité choisit de mettre en œuvre sa participation dans le cadre du dispositif de labellisation au titre de contrats et règlements pour lesquels un label a été délivré dans les conditions prévues à l'article L310-12-2 du Code des assurances. Le décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement définit les garanties minimales des contrats destinés à couvrir les risques en matière de santé
et fixe la participation minimale mensuelle de l'employeur pour chaque agent, quelle que soit sa quotité de travail, à la moitié d'un montant de référence fixé à 30 €, soit 15 € brut, minimum, dans la limite du coût réel de la cotisation. Monsieur le maire propose de participer au financement du risque santé au titre de contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire de manière individuelle et facultative, sous réserve de présentation annuelle d'une attestation délivrée par leur assurance attestant de la labellisation du dit contrat. Le montant brut mensuel de cette participation sera de 20 € mensuels par agent. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter ce dispositif. La commission a émis un avis favorable. Oui, et comme je le faisais tout à l'heure, je tiens à préciser que les représentants du personnel, lors de la réunion du comité social, ont approuvé et noté l'effort, malgré les difficultés budgétaires que tout le monde rencontre, l'effort fait par la commune de ne pas se limiter à une contribution de 15 €, mais de la porter à 20 €, ce qui est un geste reconnu comme tout à fait substantiel par les représentants du personnel. Pas de remarques ni de questions, je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire ni d'abstention, c'est donc adopté. Et nous pouvons, pour la 9e délibération, confier une dernière fois le micro à Marie-Martine Métral-Bornet. Il s'agit de la modification de notre tableau des effectifs du personnel communal. Merci. Afin de tenir compte des évolutions des organisations, des mobilités internes, des départs pour démission, disponibilité, détachement, mutation, retraite ou fin de contrat, il est nécessaire de créer des postes, de modifier des postes et de supprimer des postes inoccupés. Donc, au sein de la direction de la petite enfance, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions, il est proposé de faire évoluer le poste de secrétaire petite enfance à temps non complet à 28 heures en un poste d'assistante petite enfance à temps complet à compter du 1er janvier 2026. Au sein du service de la restauration et de l'entretien ménager, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions, il est proposé de procéder à la diminution de la quotité de travail d'un poste et à l'augmentation de 4 postes à compter du 1er janvier 2026 selon les modalités suivantes. Un poste d'agent polyvalent de service restauration et entretien ménager qui diminue de 26 heures à 21 heures. 2 postes d'agent polyvalent de service restauration et entretien ménager qui évoluent de 31 à 33 heures. Un poste d'agent polyvalent de restauration qui évolue de 28 heures à 30 heures et un poste d'agent polyvalent de restauration qui évolue de 30 à 35 heures annualisées. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter la modification du tableau des effectifs du personnel communal. La commission a émis un avis favorable. Merci. Bon, tout ceci est habituel. Pas de remarques ni de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est donc adopté. Le micro change de main et passe donc entre celle de Laure-Agnès Mollard-Cadix pour la délibération numéro 10, l'actualisation tarifaire des emplacements et de la redevance du marché communal pour l'année 2026, délibération traditionnelle en cette période de l'année. Merci, monsieur le maire. Effectivement, dans le cadre de l'exécution de la délégation de service public conclue entre la commune et le délégataire, donc l'entreprise Les Fils de madame Géraud, il convient de préciser les modalités applicables à la redevance ainsi qu'à la gestion des charges liées au fonctionnement du marché pour l'année 2026. Il est ainsi proposé au conseil municipal de procéder à l'actualisation tarifaire des emplacements et de la redevance du marché communal. La révision applicable des tarifs 2026 a été calculée par le groupe Géraud conformément aux indices en vigueur et prévoit une hausse des tarifs de 2,94%. Ceci a été examiné en commission du marché le 12 novembre dernier, en présence notamment du délégataire et du représentant des commerçants du marché. Et afin de limiter l'impact de cette évolution pour les commerçants du marché, la commune souhaite reconduire le principe consistant à maintenir inchangée la redevance forfaitaire versée par le groupe Géraud et qui est fixée à 31 859 € hors taxe.
Monsieur le maire propose donc en conséquence d'abaisser le pourcentage de hausse des tarifs 2026 pour les commerçants, initialement prévu, je le disais, à 2,94%, à 2,24%, et de fixer ce même taux à l'évolution de la redevance d'animation et de publicité, de reconduire la redevance également forfaitaire versée par le groupe Géraud à 31 859 € hors taxe, et de maintenir enfin la prise en charge des charges des parties communes. Au vu de ces éléments, monsieur le maire vous propose d'approuver l'actualisation tarifaire des emplacements et de la redevance du marché communal pour l'année 2026, sachant que la commission aménagement et développement durable a émis un avis favorable unanime. Je pense qu'il en est de même pour la commission administration générale, finances et ressources humaines. Je vous remercie. Merci. Oui, Madame Massé. Depuis 5 ans, nous nous posons régulièrement des questions sur l'efficacité des actions menées par l'entreprise Les Fils de Madame Géraud. En effet, hormis quelques animations ponctuelles sur le marché qui sont renouvelées tous les ans, nous constatons peu d'avancement dans la promotion du marché. Il a été évoqué en commission l'étude du contrat, s'il était possible d'étudier le contrat avec l'entreprise Les Fils de Madame Géraud, afin de s'assurer que le service communication de la ville, qui est particulièrement efficace actuellement, puisse mettre en valeur le marché municipal dans ses publications sur les réseaux sociaux. Nous pensons que tout n'est pas mis en œuvre pour promouvoir le marché. Il est important d'utiliser toutes les techniques modernes de communication au service de ce marché qui reste au cœur des connexions entre les habitants. Nous avons également évoqué, pourquoi pas, la possibilité de proposer une fois par mois ou par trimestre à des artisans, comme par exemple ceux qui exposent sur le marché de Noël, de s'installer sur le parvis, ce qui pourrait attirer une nouvelle clientèle. Il existe plein d'idées, mais elles semblent malheureusement étouffées par ce lien contractuel avec la société Les Fils de Madame Géraud, dont la redevance s'élève à près de 32 000 € par an. Nous prenons acte du maintien du taux appliqué en 2025 pour 2026, refusant ainsi la hausse de 0,70% demandée par l'entreprise Les Fils de Madame Géraud. C'est pourquoi nous voterons quand même pour cette délibération. Merci. Merci. Alors, pour non pas me permettre de rectifier ce que vous venez de dire, mais en fait, il ne s'agit pas de diminuer de 0,70% une hausse demandée par l'entreprise Les Fils de Mme Géraud. Il s'agit de réduire la portée de la mise en œuvre des dispositions du contrat qui nous lie avec cette société. Quand vous regardez le contrat, vous avez une formule totalement incompréhensible qui permet, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, de fixer annuellement le pourcentage d'augmentation. Il se trouve que ce pourcentage d'augmentation, cette année, s'établirait à 2,94%. Et le fait que la commune ne souhaite pas que la part qui lui revient soit augmentée par rapport à l'année dernière a comme effet mécanique de diminuer l'augmentation du droit de place de 0,70, c'est-à-dire pour le mettre à 2,24%. C'est ça la réalité. Bon, et je crois qu'on est bien d'accord sur tout cela. Alors, deux éléments en écho à ce que vous avez dit et que nous partageons totalement. Bon, la mise en valeur du marché, nous le faisons au maximum de nos possibilités et j'ai bien noté que vous avez salué l'excellence du travail de notre service communication et là nous sommes bien d'accord avec vous. Nous le faisons au maximum de nos possibilités et parmi toutes les dispositions qui permettent à notre marché de bien fonctionner, il y a, ne l'oublions pas, d'abord la reconstruction que nous avons opérée de ce bâtiment, dont le moins qu'on puisse dire est qu'auparavant, il n'était pas parmi les plus accueillants des marchés couverts que nous pouvons connaître. Et puis, deuxièmement,
cette disposition qui donne d'excellents résultats et que nous maintenons, consistant à faire en sorte que le nombre de places de stationnement soit considérablement augmenté le samedi matin par la mise à sens unique dans le sens de la descente de la rue de Varennes. J'en profite pour vous dire, pour que vous le fassiez savoir à toutes celles et tous ceux qui seraient intéressés, mais bien sûr, la communication à ce propos va être très efficace, que, en accord avec les commerçants du marché, j'ai décidé que le mercredi 24 décembre, la rue de Varennes serait, comme elle est tous les samedis, à sens unique, afin de permettre aux très nombreux chalands attendus par les commerçants ce jour-là, de pouvoir disposer d'un nombre suffisant de places de stationnement. Nous sommes tombés d'accord avec le président des commerçants du marché pour ne pas prendre pour l'instant la même décision pour le mercredi 31, lui-même nous indiquant que globalement, le surplus de clientèle la veille de Noël ne se constate pas dans les mêmes proportions, loin de là, à l'occasion du 31 décembre. Nous déciderons après Noël, s'il convient, de procéder de la même manière le 31 décembre que le 24, et là également la communication sera faite. Pour le parvis, bon, notre délégataire fait le maximum pour attirer des commerçants que je qualifie de provisoires sur le parvis, puisque c'est au coup par coup qu'ils peuvent venir. Vous savez, les marchés, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez noté que malgré les efforts qui avaient été faits, le changement de date, puis le retour à la date ancienne, le marché de Quincy sous Sénart est désormais fermé. Je n'incrimine aucunement la commune de Quincy qui a fait le maximum, mais le constat, c'est que les marchés souffrent plus qu'auparavant, et que le nôtre se maintient malgré la souffrance, et tout est fait pour que le parvis soit le plus animé possible. C'est d'ailleurs la raison qui nous a conduit à envisager, les travaux vont démarrer après les fêtes, donc aux environs du 15 janvier, de modifier l'emplacement de la buvette du marché qui pour l'instant est à l'intérieur du marché et qui prendra la place du boulanger actuel qui est en face du président des commerçants du marché. Cette buvette étant à la fois ouverte sur l'intérieur, comme la buvette actuelle, mais également possiblement sur l'extérieur pour contribuer à l'animation les jours de marché et pourquoi pas à d'autres occasions où l'esplanade pourrait être utilisée afin de contribuer à l'animation. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons. Notre délégataire, qui pourrait faire mieux, fait également le maximum. Et nous souhaitons, par la délibération d'aujourd'hui, et vous avez noté l'effort de la commune, marquer notre volonté, dans la limite de nos capacités, de faire en sorte que le poids supplémentaire à supporter par les commerçants et donc éventuellement à répercuter sur les clients en 2026 ne soit pas trop important. Ceci étant dit, je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. Je mets donc aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est donc adopté. Merci. Le micro reste entre les mains de Laure-Agnès Mollard-Cadix pour la délibération numéro 11 qui porte sur la dérogation au repos dominical pour 2026. C'est un an avant qu'il faut le faire, pour les commerces de vente de produits alimentaires implantés sur notre commune. Merci, monsieur le maire. Effectivement, il est proposé avec cette délibération d'approuver des dérogations au repos dominical pour les commerces de vente de produits alimentaires donc sur l'année 2026. Donc pour rappel, la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, dite loi Macron, avait modifié la législation sur l'ouverture des commerces le dimanche. Les modifications apportées concernant notamment les dérogations apportées par les maires, donc c'est l'article L3132-26 du Code du travail, pour le nombre de dimanches d'ouverture qui peut passer à 12 par an depuis le 1er janvier 2016.
Lorsque le nombre de dérogations excède 5 dimanches, la décision du maire doit être prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. Il s'agit en l'occurrence de l'agglomération de Grand Paris Sud et qui a délibéré en ce sens le 18 novembre dernier. De plus, une restriction est portée à 9 dimanches lorsque les commerces ouvrent au minimum 3 jours fériés par an, ce qui est le cas de la commune. La liste des dimanches concernés doit être fixée donc avant le 31 décembre pour l'année suivante. Monsieur le maire le rappelait en préambule de cette délibération. Cette liste peut être modifiée au moins 2 mois avant le dimanche concerné. Donc, l'ensemble des commerces alimentaires de la ville ainsi que les organisations représentatives des employeurs ont été consultés pour définir la liste de ces 9 dimanches qui feront l'objet d'une dérogation en 2026. Il s'agit des dimanches donc 1er novembre, 8 novembre, 15 novembre, 29 novembre, 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre et enfin 27 décembre 2026. Donc, au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la dérogation au repos des salariés pour ces dimanches, sachant que la commission aménagement et développement durable avait émis un avis favorable unanime. Merci. Pas de remarques, pas de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. La parole revient à notre collègue Yvon Leray qui nous présente la délibération numéro 12, convention de partenariat pour le programme Chabris avec l'association Les Félins de la Thérouanne. Oui, merci Monsieur le maire. Chatipi s'inscrit dans une campagne demandant un plan national d'urgence contre l'errance féline. Il vise à aider les maires responsables légalement de la gestion des chats libres à privilégier la stérilisation et le relâchage plutôt que l'euthanasie. Conçu après un projet pilote de 2013, Chatipi peut être implanté partout où des chats sans abri ont besoin d'un refuge. Il accompagne les communes dans la création d'un lieu de vie protégé où les chats stérilisés peuvent s'abriter, être nourris et bénéficier d'un suivi sanitaire. Ces espaces situés dans les lieux publics ou des structures d'accueil favorisent le respect des animaux, renforcent les liens sociaux et améliorent la connaissance du public sur les chats. Le projet Chabris, inspiré de Chatipi, vise à créer un espace permettant la rencontre entre chats, habitants, visiteurs et éventuellement écoles dans un cadre éducatif. L'association Les Félins de la Thérouanne propose d'installer un abri dans la commune, au parc central, du côté du secteur des Quincarnelles, sur la parcelle AH 786. Elle prendra en charge l'ensemble des chats errants du quartier, aussi bien sur le plan médical que pour leurs besoins quotidiens, soins, nourriture et eau. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire, vous prie de bien vouloir en délibérer, et sachant aussi que la commission aménagement et développement durable a émis un avis favorable unanime. Merci. Nous avions accueilli dans le public de nos séances au mois de septembre ces dames très, très généreuses et malicieuses qui ont souhaité se lancer avec notre soutien dans ce projet. Nous avions pris l'engagement de délibérer d'ici la fin de l'année, et c'est en parfait accord avec elles que la date de décembre avait été retenue pour permettre de bien caler toutes les dispositions de la convention qui permet donc la mise en œuvre entre la commune et cette association de ce programme. Pas de remarques ni de questions, je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté. L'avant-dernière délibération nous est présentée par notre collègue Fabrice Bourdeau, c'est la signature d'une convention de partenariat avec une association comblavillaise qui intervient sur nos séances au sein de notre école des sports. Merci, Monsieur le maire. En effet, dans le cadre de sa politique de promotion de l'activité physique pour tous et de diversification de l'offre sportive locale, la commune de Comble-la-Ville, à travers son école des sports, s'attache à proposer au jeune public des pratiques variées, dynamiques et accessibles. Afin d'organiser des interventions bénévoles sur des séances de l'école municipale des sports au bénéfice des enfants la fréquentant, il est proposé d'approuver la signature d'une convention de partenariat avec l'association Cercle d'escrime Combe-Moissy pour les intervenants dans le cadre d'initiation à la pratique de l'escrime. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'approuver la signature des conventions de partenariat entre ces deux associations. Merci.
Merci. Pas de remarques particulières. La commission a émis un avis favorable, bien évidemment. Pas de remarques, pas de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est donc adopté. Nous clôturons nos travaux par la dernière délibération de l'année que nous présente Dominique Vignol. Il s'agit de l'approbation de la convention qui permet à la commune de mettre à disposition de la compagnie Astragal et compagnie de la salle de l'Arène de la Coupole. Merci, Monsieur le maire. En effet, cette délibération concerne la mise à disposition gratuite de la salle municipale l'Arène de la Coupole au profit de l'association Astragal et compagnie, spécialisée dans l'enseignement, la création, la diffusion et la pratique des arts du cirque. La salle de l'Arène de la Coupole est un espace singulier du patrimoine municipal, puisque c'est une arène à 360 degrés, conçue pour permettre la pratique des arts du cirque, adaptée aux exercices aériens, acrobatiques et corporels, dotée d'une technicité particulière qui nécessite un usage maîtrisé. Cet équipement répond à des objectifs éducatifs, artistiques, culturels et de bien-être corporel menés par la commune de Comblaville. L'association Astragal et compagnie, implantée et active sur le territoire communal, développe des actions d'initiation et de perfectionnement aux arts du cirque, de médiation culturelle, de pratiques artistiques accessibles aux enfants, adolescents et familles, de spectacles, ateliers et stages ouverts à différents publics. Elle contribue depuis plusieurs années à la vie culturelle de Comblaville. Afin de permettre à cette association de poursuivre ses activités, il est proposé de mettre gratuitement à disposition la salle l'Arène de la Coupole selon des modalités précisées dans une convention de mise à disposition qui est jointe à la présente délibération. En contrepartie d'une intervention de l'association dans le cadre d'accueillir gratuitement, durant une semaine, des vacances de la Toussaint, des groupes de jeunes issus des centres de loisirs municipaux en cohérence avec le PEDT voté sur notre territoire. Ces ateliers et accueils participent directement aux objectifs municipaux, à savoir favoriser l'accès à des pratiques artistiques de qualité, promouvoir les arts du cirque comme vecteur d'équilibre, de créativité et de confiance en soi, réduire les inégalités d'accès aux activités culturelles et renforcer la cohésion sociale. Cette mise à disposition contribue pleinement à la valorisation du patrimoine culturel communal, au développement de l'œuvre culturelle et artistique, à destination des familles et à la conception d'une politique culturelle et éducative partagée avec les associations locales. La convention annexée encadre les aspects logistiques, sécuritaires, de responsabilité, d'utilisation des locaux et de réalisation de la contrepartie. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter la convention de mise à disposition gratuite de cette arène de la Coupole au bénéfice de l'association Astragal et compagnie, sachant que la commission animation, épanouissement et culture et sportif a émis un avis favorable. Merci. Pas de remarques, si Monsieur Vrignot, je vous en prie. Oui. Nous nous félicitons effectivement de cette activité-là sur la commune, et notamment dans des locaux qui sont assez prestigieux. Simplement quelques remarques sans pour autant, j'allais dire, aller à l'encontre de l'ensemble des activités, des initiatives, qui soient éducatives, sociales et autres, conduites par cette association. C'est quand même le constat d'un des plus bels équipements de la ville qui est utilisé quasiment totalement par une seule et unique association, sauf du 1er au 8 mars dans la convention, du 1er au 8 mars, où il est demandé une mise à disposition pour avoir d'autres activités. Donc est-il possible ou pas de réfléchir à une utilisation un petit peu plus polyvalente, sans pour autant, j'allais dire, empêcher l'activité de l'association, mais qui puisse aussi accueillir des spectacles. Et je pense que la commune cherche toujours aussi des espaces et des lieux, et je crois qu'on avait eu des discussions lors de la commission cirque notamment. Cet espace qui est quand même assez, je le redis, assez unique quand on fait le tour de Sénart et au-delà, et le voir, je dirais, utilisé de manière quasi exclusive par une seule et unique association, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc la question c'est, y a-t-il possibilité ou pas de pouvoir réfléchir à une forme d'ouverture de polyvalence et en accueillant des spectacles durant toute l'année à un rythme à définir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bien.
Merci à vous de vous associer aux réflexions que nous avons déjà engagées sur le sujet, parce que, bien évidemment, hein, c'est bien le cas. Il n'est pas, disons, facilement envisageable de multiplier dans des proportions très importantes la compatibilité entre le fonctionnement de cette association qui nécessite la mise en place de matériel et donc la dépose de ces matériels. Ça ne peut pas être fait trop fréquemment, mais le sujet est plus qu'en réflexion. Hein. Nous sommes en recherche de solutions pour pouvoir aller dans cette direction, avec deux éléments qui font aujourd'hui la limite de l'exercice. Le premier élément, c'est que s'agissant d'un bâtiment qui n'a jamais appartenu à la commune, qui a toujours été propriété, hier du SAN, puis de l'agglomération de Sénart, et aujourd'hui de l'agglomération Grand Paris Sud, et qui est mis gratuitement à notre disposition par l'agglomération, il y a un besoin, presque 40 ans après sa création, hein, d'une mise à niveau de cet équipement, et notamment pour tout ce qui concerne les sièges. Hein, vous savez qu'il y a une partie rétractable qui, de chaque côté, hein, qui ne fonctionne plus par usure du temps. Et la question est de savoir si et dans quelles conditions tout ceci peut être réparé à l'identique ou non. Et puis, d'une manière générale, hein, l'ensemble des sièges qui ont été largement utilisés depuis l'origine de l'équipement méritent d'être quasi intégralement refaits. Réflexion que nous avions eue pour la salle du théâtre, hein, et que nous avons résolu en prenant l'initiative, alors que nous ne sommes pas propriétaires, de faire procéder à la réfection totale de la salle du théâtre, après avoir obtenu l'accord du propriétaire et sa contribution financière, qui est restée globalement assez symbolique, puisqu'il s'agissait pour Grand Paris Sud d'accepter de verser la moitié de ce qui restait à payer une fois obtenues toutes les aides que nous avons obtenues, celles de la région et celles du Centre national du cinéma notamment. J'ai demandé, il y a quelque temps, que soit menée une étude chiffrée à partir des éléments techniques donc indispensables sur le coût de la rénovation de cette salle. Hein, parce que, en l'état actuel, la jauge n'est pas suffisante pour faire la différence avec celle du théâtre où sont accueillis un certain nombre de spectacles dans notre programmation. Hein, mais l'objectif, qui rejoint ce que vous évoquiez, est d'avoir une salle dans un état qui permette d'avoir une jauge minimale de 400 et pouvant, pourquoi pas, aller jusqu'à 650 et 700, permettant d'accueillir des spectacles d'une autre nature, d'une autre portée, que ceux que nous pouvons accueillir dans la salle du théâtre. Et d'ailleurs, j'ai demandé également que des contacts soient pris avec l'ensemble des collectivités qui gèrent ou font gérer par un délégataire les salles de spectacle de toute jauge, pour voir comment nous pourrions éventuellement être associés à certaines programmations, hein, soit s'ajouter à une programmation prévue, par exemple, mais pas exclusivement dans le Val d'Hier ou dans d'autres salles de spectacle. Donc l'idée est bien celle-ci. Hein, Astragal et compagnie, c'est un bien très précieux, parce qu'une école de cirque de cette qualité, ça n'existe pratiquement pas, et en avoir sur notre commune, avec le rayonnement qui va bien au-delà des limites de la commune pour cette école de cirque, c'est très très précieux. Mais en parallèle, pouvoir optimiser l'utilisation au bénéfice de notre population de cette salle passe par un premier impératif, sa remise à niveau de l'équipement, et un deuxième impératif, le travail permettant de trouver un partenaire qui pourrait nous aider, si nous en avons besoin, à compléter notre offre de spectacle par quelques spectacles qui pourraient avoir lieu dans l'arène.
je précise, et vous devez vous en souvenir, puisque vous êtes homme de culture, hein, que à l'époque de la scène nationale, l'Arène n'était pas la salle la plus utilisée pour deux raisons. D'abord parce que son maniement technique était dès l'origine très très délicat. Deuxièmement parce que le nombre et la nature des spectacles rentrant dans la capacité à équilibrer financièrement les comptes hier de la scène nationale, aujourd'hui de la commune, les spectacles concernés ne courent pas les rues, hein. Notre commune ne peut pas prétendre avoir des spectacles qui tournent sur Paris ou dans les grandes villes. Elle peut prétendre éventuellement avoir des spectacles qui sont d'un volume un peu différent et dans des prix qui puissent nous convenir. Rappelons-nous que les grands artistes nationaux dans le domaine de la musique, de la danse, qui s'exprimaient sur l'Arène dans le cadre de la scène nationale jadis, n'étaient pas si nombreux que cela, hein, pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, nous sommes depuis plusieurs semaines sur cette réflexion, sur ce chantier. Hein. Merci de partager cette volonté qui, je pense, va dans l'intérêt général de l'ensemble de nos concitoyens. Pas d'autres remarques ni questions. Je mets aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Ceci nous permet d'achever nos travaux par la question, la seule qui me soit parvenue, présentée par nos collègues du groupe majoritaire. Et je cède le micro à notre collègue Éric Alamami qui va exprimer cette question. Merci, monsieur le maire. Nous avons été informés que l'hôpital privé Gallien souhaitait fermer le service maternité en mars 2026. Cette fermeture entraînerait une privation pour la population de Comble-la-Ville de ces services de proximité dont elle a tant besoin. Pourquoi ce choix, sachant que la maternité Gallien est classée niveau 2A, ce qui n'est pas le cas de la clinique des Mousseaux niveau 1? Le groupe majoritaire s'interroge et souhaite vous demander si vous avez des informations complémentaires sur ce sujet. Merci. Merci d'évoquer ce sujet parce que, bien que l'hôpital privé Claude Gallien soit situé dans le département voisin de l'Essonne, beaucoup de Comble-la-Villais sont concernés par cet hôpital. D'ailleurs, beaucoup d'enfants de Comble-la-Ville sont nés à Gallien. Et notre souhait, c'est que beaucoup de nouveaux enfants et futurs enfants de Comble-la-Ville naissent également à Gallien. Et dès que nous avons été informés de la perspective dont parlait le groupe Ramsay, propriétaire de cet hôpital, nous avons bien sûr établi tous les contacts nécessaires. Je me suis bien sûr en relation immédiate avec mes collègues du Val d'Hier, et en particulier avec ma collègue maire de Quincy-sous-Sénart, qui connaît bien la maternité de Gallien, non seulement parce qu'elle est maire de la commune, mais parce qu'elle a elle-même exercé professionnellement dans cette maternité. Hein, nous avons donc échangé nos analyses, mesuré quelles étaient les actions possibles pour nous coordonner. Et je me suis d'ailleurs également enquis auprès d'une Comble-la-Villaise bien connue, qui est donc sage-femme et qui exerce toujours en libéral sur Comble, mais qui a exercé également sur Gallien, pour avoir un certain nombre d'informations plus techniques sur ce que dit le groupe Ramsay sur les raisons de la fermeture par rapport à la perspective de l'après-hypothèse de cette fermeture. Il s'avère, et ça a été exprimé dans la question, il s'avère que le groupe Ramsay fait savoir que le nombre total de naissances a fortement diminué, passant d'un peu plus de 650 à un peu moins de 480 d'une année sur l'autre, ce qui doit être mis en relation avec la baisse générale de la natalité sur notre pays. Ça, c'est une première chose. Et le groupe Ramsay donc estime que fermer cette maternité ne créera pas de difficultés pour les futures mamans, dans la mesure où il a la solution de repli sur la clinique des Mousseaux, propriété du groupe Ramsay à Évry, et que par ailleurs les hôpitaux de Villeneuve-Saint-Georges d'un côté et de Melun de l'autre seraient tout à fait en mesure, dans leur maternité, de prendre en charge
les futures mamans concernées. Or, il n'en est rien, ou ça n'est pas tout à fait cela, puisque, ça a été dit, ce que proposent les Mousseaux n'est pas du niveau de ce qui est fait à Galien, dans le suivi néonatal des maternités. Les Mousseaux se contentent, ce qui est déjà beaucoup, et le font dans des conditions tout à fait convenables, de mettre au monde les enfants, mais n'assurent pas ce que Galien assure dans certaines situations où il est nécessaire d'avoir une présence post-natale, néonatale. Donc, et ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, tout comme l'hôpital de Melun, font savoir qu'ils sont d'ores et déjà saturés et qu'ils ne peuvent pas accueillir de nouvelles futures mamans, donc en remplacement de la maternité de Galien. Tout ceci donc, est bien connu et partagé par l'ensemble des élus concernés. C'est la raison pour laquelle l'agglomération Val-de-Seine-Valdière a délibéré il y a quelques jours sur le sujet, à partir de tous les éléments que nous avions accumulés et partagés entre nous, commune de Comblaville, et les élus du Val-d'Hier. Et j'ai usé de la position qui est la mienne comme vice-président du conseil d'administration de l'ARS Île-de-France pour contacter directement le directeur général de cette ARS, qui a confirmé tout ce que nous savions, à savoir l'inadéquation entre les conséquences de la fermeture de Galien et tout ce qui pourrait remplacer dans des conditions de maintien de la qualité et de la nature des prestations ailleurs qu'à Galien. Et il m'a fait connaître son total désaccord à la fois sur la forme et sur le fond avec ce qui est proposé, tout en déclarant, et ça c'est la réalité face à laquelle il ne peut rien, pas plus que nous, que cet hôpital étant un hôpital privé lucratif, l'État, et donc l'Agence régionale de santé, n'avait pas la capacité légale d'empêcher la fermeture de quelques services que ce soit. Moi, j'ai fait valoir auprès du directeur général, qui en a bien pris note, connaissant le dossier, lui aussi, mais pas aussi finement que nous pouvons le faire, du risque que l'hôpital et le groupe Ramsay se tirent une balle dans le pied en diminuant l'ensemble des services, à commencer par la maternité, parce qu'un service d'excellence comme le service de chirurgie de la main, qui est connu et reconnu au-delà largement de notre territoire pour son excellence, donc risquerait lui aussi d'être affecté par une baisse d'attractivité d'un hôpital qui, perdant sa maternité, verrait peut-être sa substance se diluer en diminuant l'ensemble des prestations qui sont proposées. Et je sais que le directeur général de l'ARS est intervenu ou va le faire de manière ferme et forte au nom de l'État pour faire savoir l'opposition de l'État à cette fermeture, reprenant et rejoignant l'opposition de l'ensemble des élus locaux, dont les élus de Comblaville. Je me suis permis de vous représenter dans cette initiative, en espérant que le groupe Ramsay accepte de comprendre que derrière un intérêt financier qui est le sien, puisque le groupe Ramsay est un groupe privé financé quasi exclusivement par des fonds de pension et donc qui attendent une rentabilité financière de leur investissement, ce groupe se doit, pensons-nous, d'avoir un peu d'esprit citoyen et de ne pas regarder qu'à courte vue. Le directeur général de l'ARS m'a bien rappelé, ce qui, quand on connaît cela, n'est pas vraiment une surprise, que la tarification des actes en maternité, je mets des guillemets, rapporte moins que la tarification de certains autres actes dans certains autres services d'un hôpital, qu'il soit public ou privé, et que ceci, immanquablement,
fait partie des éléments d'appréciation de Ramsay pour envisager de fermer cette maternité. Donc pour résumer, nous avons fait et nous continuons à faire, nous, tous les élus concernés, et je considère que les élus de Comble-la-Ville représentant leur population sont concernés vis-à-vis du groupe Ramsay, et nous avons relayé et réciproquement la parole de l'État au travers des déclarations du directeur général de l'ARS Île-de-France sur le même sujet. Il ne nous reste plus qu'à espérer et à attendre que la mobilisation soit suffisamment forte pour faire reculer Ramsay face à cette perspective qui sera une dégradation inacceptable des conditions d'accueil des futures mamans dans notre territoire. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'année 2025.